Ravi de vous retrouver pour votre magazine Éco-Débat. Dans bien des capitales africaines, l'on a connu ces dernières semaines beaucoup de mouvements d'humeur des populations suite à la flambée des prix des denrées alimentaires, surtout de première nécessité. Une situation qui semble se généraliser partout dans le monde du fait de la crise de Covid-19, mais pas que. Et avec nos invités du jour, nous tenterons dans un premier temps de décrypter cette situation. Ensuite, nous verrons les mesures mises en place par nos États et ce qu'il serait recommandé de faire pour résorber cette crise. Avec nous ici en studio, professeur Prao Séraphin, vous êtes économiste, merci d'être avec nous. C'est nous qui vous remercions pour l'invitation. Et aussi avec nous ici en studio, monsieur Kwame Alinsej Kouadio, vous êtes consultant en développement, merci d'être avec nous. Merci monsieur Soumaoro, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Alors, messieurs, on a observé une augmentation de près de 40% des prix des matières premières non énergétiques sur les 5 premiers mois de l'année 2021. Ceci à travers un document de la Banque mondiale. Un constat amer que les populations se confrontent, observent sur les marchés locaux. Qu'est-ce qui peut expliquer réellement cette flambée des prix alimentaires, professeur? Bon, il faut d'abord donner une définition de ce que c'est que la vie chère. La vie chère, c'est une évolution positive, n'est-ce pas, des prix de façon disproportionnée par rapport aux revenus des ménages. Et cela se traduit, bien entendu, par une baisse de leur pouvoir d'achat. Ceci dit, alors, au niveau des causes, je pense qu'il y a des causes exogènes et des causes endogènes. Au niveau des causes exogènes, il faut citer aujourd'hui la relance économique, n'est-ce pas, mondiale dans les pays développés et surtout en Chine, qui table sur un taux de croissance à peu près de 6% cette année. Or, vous savez que la Chine est un gros consommateur au niveau mondial. Et donc, quand la demande augmente de façon disproportionnée par rapport à l'offre, il va sans dire que les prix vont augmenter. Ça, c'est au niveau de la Chine. Deuxièmement, au niveau, toujours, en ce qui concerne les causes exogènes, il faut citer aussi l'augmentation du coût du transport. Voyez-vous, la crise de la Covid a tellement rendu les choses très compliquées aujourd'hui, à tel enseigne que lorsque vous voulez transporter une marchandise d'un point A à un point B, il y a effectivement des mesures très sécuritaires qu'il faille mettre en place, ce qui va bien entendu augmenter le coût du revient de la marchandise. Alors que lorsque vous êtes un vendeur, vous devez implémenter une marge sur le coût des reviens. C'est ce qui explique ça. Et puis troisièmement, il faut expliquer aussi en ce qui concerne notre zone, la situation, l'insécurité au niveau du Sahel, qui fait que nous ne pouvons pas être approvisionnés par exemple en bœuf, en mouton, en tomates, en oignons, et puis bon, bien d'autres marchandises. Même le piment. Aujourd'hui, nous importons le piment du Ghana. Les femmes gourous sont obligées d'aller dans le pays voisin du Ghana. Et lorsque vous allez, imaginez les tracasseries à la frontière déjà, imaginez aussi le coût du transport. Et donc quand vous revenez en Côte d'Ivoire, ça augmente les prix. Voilà ce que je peux citer au niveau exogène. Au niveau endogène, il ne faut pas perdre de vue quand même les mesures de relance économique qui ont été prises par chaque gouvernement. Quand le Premier ministre Amadou Gon était au pouvoir, il avait estimé le coût, pour ne pas dire à 1700 milliards de francs CFA, soit 5% du PIB de la Côte d'Ivoire. Et quand vous relancez la machine économique, vous augmentez la demande. Vous voyez, vous augmentez la demande. Et si l'offre ne suit pas, les prix vont augmenter. Et puis, il faut aussi compter sur aussi, la mauvaise pluviométrie. Vous savez que nous n'avons pas encore arrivé à moderniser notre agriculture. Nous continuons de compter sur la bonne volonté de Dieu. Et lorsque il y a une mauvaise pluviométrie, vous voyez qu'il y a une désynchronisation entre l'offre et la demande. Et puis, nous pouvons citer également aussi la mauvaise nouvelle qui a été donnée par le gouvernement sur l'année fiscale en ce qui concerne l'augmentation des taxes. Et donc, du coup, les producteurs ont déjà anticipé effectivement que le gouvernement va implémenter d'un moment à l'autre cette taxe-là. Du coup, aujourd'hui, ils ont commencé à implémenter les prix. Même avant même que le gouvernement, de façon effective, ne donne le coup d'envoi. Donc voilà un peu quelques raisons qui expliquent un peu la flambée effectivement des prix dans notre zone. Alors, M. Kwame, il a donné quand même assez de causes, mais est-ce que vous avez d'autres observations et surtout la Côte d'Ivoire, pour ce cas précis, a connu des coupures d'électricité pendant une longue période. Est-ce que cela a aussi joué sur les productions et, on va dire, la vie chère? Merci M. Soumaoro. Avant de rebondir sur cette question, permettez-moi d'abord d'apprécier la présence d'un maître sur ce plateau de télévision, en l'occurrence le professeur Prao. C'est un plaisir pour moi d'être sur le même plateau de télévision que lui. Et par rapport à la problématique que vous venez de poser, c'est clair que le déficit énergétique influence a un impact sur la cherté de la vie. Parce que quand on parle de développement socio-économique, ce développement-là ne peut se faire sans un certain industriel qui est puissant. Or, il n'y a pas d'industrie si on n'a pas de source d'énergie fiable et résiliente.
Et lorsqu'on a connu la crise du délestage, on a vu que certaines entreprises étaient obligées de développer d'autres stratégies d'approvisionnement en électricité dans le but de pouvoir produire. Mais il y a forcément des répercussions sur le coût de production. Alors que le prix, les salaires, les revenus au niveau des populations lambda n'a pas augmenté. Donc ça a forcément impacté la vie économique. Raison pour laquelle on a eu des difficultés dans le secteur du ciment, dans le secteur du transport, etc., etc. Alors parlons tout à l'heure du transport. Il y a un chiffre quand même que j'ai essayé de voir aussi pendant qu'on préparait cette émission. On voit par exemple qu'avant la crise de Covid-19, des conteneurs de 40 pieds par exemple qui étaient importés depuis la Chine valaient environ 4 500 $. Et aujourd'hui, pour recevoir ce même conteneur ici au port d'Abidjan, il faut compter environ 16 000 $. Donc, ces frais additionnels, on va dire, dus à la crise. À la crise, effectivement, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui transporter une marchandise d'un pays A à un pays B sans effectivement que les autorités du pays veillent à cela, parce que vous pouvez transporter, je ne sais pas, des virus. Donc, il y a des mesures très conservatoires, des mesures très drastiques que chaque gouvernement met en place pour lutter contre la crise de la Covid. Donc, forcément, cela augmente le coût de production, effectivement, des agents économiques, enfin, je veux dire des importateurs ou des exportateurs. Du coup, mais ils sont obligés d'implémenter ces coûts-là sur le prix du détail. Donc, c'est un phénomène qui est international. Hein. Ce n'est pas seulement spécifique à la Côte d'Ivoire. Vous prenez par exemple au niveau du ciment, M. Kwadio Alain l'a si bien signifié. Il a dit que l'augmentation, les délestages, effectivement, ont eu un effet négatif sur, par exemple, le coût du ciment. Pourquoi? Parce que quand il y a eu en période de délestage, ça veut dire qu'il y a moins de production. Ça veut dire que si vous devez produire, par un exemple, 8 heures la journée, vous êtes obligé de produire 4 heures la journée. Du coup, forcément, la quantité produite baisse. Et comme il y a une demande très vertigineuse, n'est-ce pas, très présente en matière de logement dans notre pays, vous savez, on a un déficit d'à peu près 500 000 logements par an dans notre pays. Et donc, pour résorber ce déficit, on a demandé à ce que, effectivement, les acteurs de ce domaine, en tout cas, travaillent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? La demande est forte, on veut construire. Et voilà, la production, elle est en baisse. Du coup, la mécanique en économie, quand on rapporte l'offre à la demande, les prix sont obligés d'augmenter. Ça, voilà une des raisons de l'augmentation du prix du ciment. Deuxième raison, vous savez, le ciment, il est produit par quoi? Il y a le calcaire, il y a l'argile et il y a le clinker. Le clinker, lui, aujourd'hui, il y a une augmentation de 10 € sur chaque tonne. Lorsque vous transportez le clinker, vous voyez, il y a une augmentation de 10 €. Mais imaginez si vous transportez des tonnes et des tonnes. 10 € multiplié par le nombre par plusieurs tonnes, vous voyez ce que ça donne. Du coup, vous êtes obligé, vous, M. Soumarou, d'implémenter cette augmentation-là. Vous n'êtes pas quand même la mère Teresa ou bien, je sais pas, le bon samaritain pour faire du bien. Non, vous êtes un homme d'affaires. Donc, si vous êtes un homme d'affaires, vous êtes obligé d'ajouter une marge sur le coût des revenus. C'est ce qui explique effectivement au niveau international, parce que j'ai causé avec des amis au Burkina Faso, ils ont le même problème. Ils ont dit, bon, chez nous, les denrées, l'augmentation est un peu modérée, mais en ce qui concerne le ciment, et donc je lui ai donné cette raison en disant, ce n'est pas spécifique à vous seulement, c'est parce qu'au niveau mondial, les coûts du transport ont augmenté, et surtout pour le ciment, puisque nos pays sont effectivement en chantier. Il y a le 3e pont et le 5e pont, non, effectivement, qui est en construction. Il y a les stades qui sont en construction. Idem pour le Bénin, idem pour le Mali, le Burkina Faso. Donc, c'est ce qui explique un peu cette augmentation massive, effectivement, du coût du ciment dans les pays de l'UEMOA. Alors, je veux réagir sur cette problématique. Vous dites que nos États d'Afrique subsaharienne ne sont pas résilients. Ils n'ont pas de stratégie économique résiliente parce que l'économie en tant que telle est basée sur la vente des matières premières. Nous n'avons pas une économie qui nous permet d'avoir des produits manufacturés, des produits à forte valeur ajoutée. Du coup, lorsqu'il y a des crises internationales, lorsqu'il y a une chute des coûts sur le plan international, on a des difficultés à financer nos dépenses publiques. Et c'est ce qui explique le fait que de temps à autre, l'ânesse fiscale prend un coup. Et lorsqu'on augmente les impôts, il y a forcément des répercussions sur le prix de la consommation, alors que le pouvoir d'achat des populations n'a pas augmenté. Et je pense que nos États devaient plus axer leur politique de développement sur l'industrialisation, de sorte à ce qu'on soit moins dépendant des crises internationales. Mais au-delà même de l'industrialisation, on doit demander, on voit que beaucoup en Afrique de l'Ouest principalement
l'agriculture qui est développée, c'est beaucoup plus une agriculture d'exportation. On voit des personnes qui vont développer l'EVA. Ce sont des produits qui ne sont pas vraiment consommés directement localement. C'est ça. Alors, est-ce que déjà, à la base, il n'y a pas un problème? Mais je pense que c'est une volonté politique. Vous voyez, au lendemain de l'indépendance, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une politique de développement agricole basée sur le binôme café-cacao. Mais au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire avançait dans son développement, principalement la Côte d'Ivoire, ils ont essayé de diversifier avec d'autres intrants, tels que l'EVA, le palmier à huile et autres. Mais c'est des produits qui, à l'époque, étaient très rémunérateurs. C'est ainsi que nos parents se sont investis véritablement dans ces produits. Certains, même dans la région de Dabou, principalement en Côte d'Ivoire, ont abandonné le manioc pour pouvoir planter l'EVA. Alors qu'il y a une difficulté en matière de sécurité alimentaire. Nous sommes près de 26 millions d'habitants, nous ne sommes pas autosuffisants, alors que nous avons des bas-fonds, nous avons tout l'espace qu'il faut, nous avons le climat. Je prends un exemple très simple. La Chine, qui fait près de 2 milliards d'habitants, arrive à s'autosuffire, à telle enseigne qu'elle exporte. Mais c'est parce qu'elle a compris qu'un développement économique ne peut être pertinent, ne peut être puissant que si, sur le plan local, vous arrivez à satisfaire la population qui est elle-même un marché de consommation. Je pense que c'est ce que nos États n'ont pas réussi. Ils se sont plus focalisés sur les matières premières industrielles, l'agriculture d'exportation, au détriment des cultures vivrières, alors que nous avons des populations qu'il faut nourrir, qu'il faut gérer. Mais nous ne sommes pas étonnés aujourd'hui si le prix de l'asticot augmente, mais il n'y a plus d'espace pour cultiver le manioc. Même pas le piment. Au-delà même de l'espace pour cultiver le manioc, on a vu l'augmentation du prix de l'huile que vous avez tout à l'heure signifié, mais on se rend compte que la Côte d'Ivoire ou l'Afrique de l'Ouest est quand même un grand producteur en matière de produits oléagineux. Donc pourquoi est-ce que vraiment ces États n'arrivent pas à stabiliser ce prix et à toujours subir la pression de l'international? Le problème fondamental, c'est que notre agriculture n'est pas moderne. Il faut le dire, ce n'est pas moderne. Nous comptons encore. Regardez aujourd'hui ce qu'on appelle les produits de contre-saison. Les produits qui ne vont pas forcément dans le même sens que la pluviométrie, par exemple, ou la sécheresse. Il y a l'agriculture, la technique hors sol aujourd'hui, qui est implémentée, qui est très développée en Italie et aujourd'hui au Brésil. Mais voilà une technique que nous pouvons, je vais dire, importer. Il a dit, quand vous sortez effectivement de la colonisation où on vous a obligé quasiment à vous spécialiser, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous appelons en économie la spécialisation primaire des économies. La Côte d'Ivoire était spécialisée dans le binôme café-cacao et nous continuons de dépendre de ce binôme. Il faut le signifier. Et je me rappelle quand le président Ouattara il a pris son pouvoir et qu'il a baissé le prix de l'EVA, ça a fait jaser les gens en disant « Ah non, parce que bon, Dabou, ils sont FPI, et donc ils ne veulent pas que les gens du FPI aient l'argent. » Non, c'est pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous réorientions effectivement notre politique agricole. Parce que M. Aboulaye Wade, lorsqu'il était au pouvoir au Sénégal, il a réussi quelque chose qu'on appelle l'opération Guana. Il a dit, mais un pays ne peut pas se développer, a dit François Pérou, lorsqu'il n'arrive pas à satisfaire les besoins essentiels, les besoins primaires. Ça veut dire quoi? Se nourrir, s'habiller et se soigner, s'éduquer. Ça là, quand un pays n'arrive pas à satisfaire ça, vous ne pouvez même pas prétendre à l'émergence, a fortiori au développement. Et qu'est-ce qu'il a fait? En 5 ans, M. Aboulaye Wade a dit, nous devons délaisser, on ne délaisse pas la pêche en tant que telle, on doit manger comme le poisson. Mais attention, nous devons produire localement tout ce que nous importons. Et en 5 ans, il a diminué, je veux dire, à 0 toute importation de riz. Et imaginez quand vous importez le riz, comme nous à peu près 250 milliards par an, imaginez si nous n'importons pas ça, nous pouvons économiser ces sous-là et l'injecter peut-être dans la construction d'écoles, d'autoroutes, enfin dans des infrastructures importantes pour nous. Donc nous devons réorienter notre politique agricole à mon humble avis. Sinon on ne peut pas être au déshydratant, n'est-ce pas, de la pluviométrie, donc des facteurs exogènes. Alors justement pour rebondir sur cette question, alors comment est-ce que les États ou bien les populations même, sur quels facteurs les États et les populations doivent agir, doivent jouer pour vraiment résorber cette crise? Vous venez de donner une solution. Moi, je pense que par rapport à cette problématique, il est important pour nos États de se pencher sur la ZLECAf. Ce qui a été développé, la zone de libre-échange sur le continent africain. Regardez un peu. C'est une réponse substantielle aux problématiques de commerce et d'économie. Mais pour pouvoir mettre en place une telle structure, parce que c'est une structure qui va permettre de pouvoir faciliter l'intégration économique sur le continent africain. Mais regardez un peu. L'Afrique elle-même devrait tirer les leçons de sa contribution sur le plan international en matière d'échange. L'Afrique contribue à moins de 3% des échanges commerciaux. 2%. À moins de 3%, 2% comme il vient de le dire. Alors que l'Union européenne, c'est 32%, les États-Unis, c'est 11%. Donc, ça veut dire que l'Afrique
si je peux m'exprimer de façon plus pragmatique, n'a pas sa place sur le plan international. Elle devrait plutôt se tourner sur elle-même à partir du continent africain. Regardez un peu, quand on veut bâtir un secteur économique, on tient compte de plusieurs facteurs. Le marché de consommation. L'Afrique fait 1,2 milliard d'habitants environ. Il y a la source d'énergie et les matières premières. Mais l'Afrique est un pays qui est très riche. En matière de matières premières, en matière d'énergie, nous avons le pétrole, le gaz, nous avons l'hydroélectricité, nous pouvons produire. Donc il est important pour nos États de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique de la ZLECAf afin de pouvoir intensifier les échanges commerciaux sur le plan continental. Ce qui va permettre d'être à l'abri et d'être résilient face aux crises internationales. Parce que si nous arrivons à consommer les produits que nous produisons sur le plan local, les échanges se font sur le plan local, on n'aura pas trop de difficultés lorsqu'il y a des crises internationales. Figurez-vous que sur le continent africain, il y a des difficultés à résoudre. Pour pouvoir mettre en place la ZLECAf, il faut que nous ayons des infrastructures de transport de qualité. Principalement pour les pays d'Afrique centrale qui, pour la plupart, sont des pays qui n'ont pas de débouchés maritimes. Donc, si l'Afrique doit être interconnectée, cette interconnexion ne peut se faire sans les pays d'Afrique centrale. Donc, il est important pour nos États, dans cette dynamique de la ZLECAf, de pouvoir mettre en place des infrastructures de transport de qualité, des infrastructures de transport de pointe, de sorte à ce qu'il y ait une véritable interconnexion. Hormis ça, il faut aussi qu'on ait une agriculture moderne, comme il a si bien dit, le co-débatteur l'a si bien dit. Si vous voulez impulser un développement industriel, il va falloir que vous ayez les matières premières. On sait tous que les conditions naturelles dont l'Afrique dispose sont propices au développement de plusieurs types de cultures. Donc il faut mettre l'accent sur le développement moderne de l'agriculture. Il y a aussi l'industrialisation. Aujourd'hui, le véritable problème de l'Afrique, c'est que les produits que nous avons ne sont pas des produits à forte valeur ajoutée. Les produits ne sont pas compétitifs. Et ces produits ne sont pas compétitifs parce que on n'a pas une technologie de pointe qui permet de produire en masse et permet de produire des produits qui pourront concurrencer ceux qui viennent de l'extérieur. Donc l'intelligence africaine devait pouvoir se lever pour pouvoir développer des recherches dans ces secteurs, de sorte à ce que les produits qui sortent de nos industries, de nos usines, soient des produits de qualité. Hormis ça aussi, il faut résoudre le problème du parc automobile qui est vieillissant. Parce que si on veut interconnecter l'Afrique, il faut qu'il y ait des infrastructures de transport de qualité. Il y a la question du terrorisme qu'il faut régler, la question de la fraude, il y a aussi la question de la bonne gouvernance. C'est aussi l'une des plaies. Vous voyez, nos États ont des gouvernements pléthoriques. On ne peut pas prétendre lutter contre la vie chère si pour un État de 26 millions d'habitants, on a environ 60 ministres. Je pense que ce n'est pas sérieux. Et nos États doivent s'inscrire dans une telle dynamique. Regardez en France, pour 60 millions d'habitants, c'est le fait gouvernemental tourne autour de 20 mais moins de 30. Je crois qu'on devait s'inspirer de ce type de politique et pouvoir relancer le développement économique de l'Afrique. Ce qui permettra de lutter contre la vie chère, bien entendu. D'accord. Au-delà de ça, il y a une question qui m'est revenue pendant que vous parliez. On a vu dans le temps, souvent les États organisent ou bien font ce qu'on appelle des subventions sur des matières premières, des matières essentielles. Qu'en est-il aujourd'hui de la subvention de nos États sur les matières de première nécessité des populations? Ce qu'il faut dire, premièrement, ça se situe effectivement dans, on va dire, le prolongement des programmes d'ajustement structurel. Nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons profité du PPTE, le IPP, l'initiative des pays pauvres très endettés. Alors, donc, dans la troisième phase de ce processus, le FMI et la Banque mondiale ont demandé à ce que les pays bénéficiaires mettent en œuvre certaines mesures, au nombre desquelles, bien entendu, la suppression des subventions. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a la vérité des prix au niveau de l'essence et du gazole. Pourquoi? Avant, il y avait une sorte de péréquation au niveau des prix. C'est-à-dire quand les prix augmentaient ou baissaient au niveau international, on n'implémentait pas cette baisse ou cette augmentation à la pompe. C'était la Côte d'Ivoire qui subventionnait à hauteur de 65 milliards chaque année. Le FMI a demandé à ce que Ouattara supprime. Il a supprimé. Voyez-vous, on nous demande aussi de ne pas subventionner notre agriculture alors que les Européens et les Américains subventionnent la leur. Et donc voilà le problème. Donc bon, vous êtes un pays sous-développé, il a dit nous sommes marginalisés au niveau de la gouvernance mondiale, au niveau du commerce international. Mais quand même, je pense qu'il y a quelques mesures qui ont été prises quand même par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu d'abord au niveau du comité national de lutte contre la vie chère, piloté par Dr Baranis, que je salue au passage, ma collègue de l'université du Bouaké. Et donc il y a eu des concertations entre les deux parties, c'est-à-dire la partie gouvernementale et l'autre partie composée de tous les acteurs, n'est-ce pas, de ces secteurs, le pain, la cimenterie, etc. L'État a bloqué les prix. Par exemple, au niveau du ciment, la tonne ne doit pas dépasser 90 000 francs CFA la tonne pour ce qui concerne les villes qui sont à plus de 300 km. Et aux alentours, c'est autour de 80 000 francs CFA, l'État. Le pain, par exemple, aussi a été bloqué à 150 francs CFA, quand même que
le Grand Moulin d'Abidjan a voulu augmenter effectivement le prix du sac de farine. Donc le gouvernement a pris ces mesures-là. Le gouvernement a allé un peu plus loin aussi, hein, en distribuant depuis feu le Premier ministre Amadou Gon, 35 000 francs CFA mensuellement quand même que l'État donnait aux familles vulnérables. Hein. Ça a profité à 4 millions de personnes. Ça, on appelle ça les politiques de soutien massif, n'est-ce pas, aux populations vulnérables. Donc voilà quelques mesures qui ont été prises par le gouvernement. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que au niveau des causes, nous avons oublié de citer par exemple la structure des marchés. En Côte d'Ivoire, en ce qui concerne par exemple quelques produits comme le ciment et l'huile, c'est un secteur très monopolistique, si vous voulez oligopolistique. Or, si nous voulons lutter contre la vie chère, il va falloir, comme a dit le ministre que j'aime beaucoup, le grand frère Billon, il dit vous ne pouvez pas être un État où il y a le monopole, il y a les oligopoles et prétendre lutter contre la vie chère. Non, il faut faire en sorte que les entreprises, beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas, viennent compétir avec les entreprises nationales et vous allez voir que les prix vont baisser. Prenons l'exemple de la bière. Lorsque nous avons vu sur le marché de la bière, je vais dire une nouvelle entreprise dont je vais taire le nom pour ne pas faire la publicité gratuite, vous avez vu qu'aujourd'hui, non seulement le prix de la bière a baissé, mais nous avons vu des produits qu'on n'avait pas hier. Donc vous voyez des nouveaux produits, la diversification des produits. Parce que la concurrence est là, chacun veut faire mieux. Donc je pense que voilà les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Mais ça ne suffit pas également aussi. Nous avons dit qu'il faut aller vers la mécanisation. Je ne peux pas supporter qu'au XXIe siècle, en 2021, que l'agriculteur aujourd'hui travaille toujours avec la machette et la houe. C'est ce que Nicolas Sarkozy a dit en 2007 lorsqu'il était à Dakar, en disant que l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire parce qu'il ne fait que ressasser, recopier, avoir les mêmes gestes que ses aïeux. Nous devons changer. Aujourd'hui, est-ce que nous avons besoin d'attendre la pluie pour pouvoir produire l'igname, le maïs, soja, etc. La tomate? Non. Et l'agriculture irriguée, même le riz, il a dit, nous avons plus de 25 bassins rizicoles. J'en ai visité dans la région de Irewata, vers Divo, à Gogobro, à Douaville. J'ai fait toutes ces régions pour constater de visu, effectivement, ces zones rizicoles. C'est vrai, à un moment donné, le premier magistrat de notre pays, le président Alassane Ouattara, a nommé un ministre de l'Agriculture et on a compris par là qu'il prenait, n'est-ce pas, à bras le corps la question de l'autosuffisance alimentaire. Je vous dis encore, on ne peut jamais se développer si nous n'arrivons pas à nous nourrir nous-mêmes. Je veux réagir sur son argumentaire pour appuyer, pour enchérir, pour dire que aujourd'hui, le véritable problème de nos États, c'est le problème de souveraineté. Parce que la plupart des grandes décisions qui régissent la vie économique de la nation ne dépendent pas de nos États. Quand vous avez les grands groupes occidentaux, tels que Bouygues Bolloré, qui monopolisent et qui contrôlent les secteurs stratégiques de notre économie, de nos économies, comme le port, comme l'eau, comme l'électricité, il est difficile de lutter contre la vie chère. Figurez-vous que si dans ces secteurs stratégiques-là, il y a plusieurs acteurs, c'est clair que le prix du mètre cube d'eau va chuter, le prix du kilowattheure va diminuer, le prix de la manutention, chargement, déchargement au niveau du port va diminuer. Le coût du port. Le coût du port, ça aura forcément des répercussions sur le prix des marchés. Mais aujourd'hui, nos États n'ont pas la pleine capacité de décider de leur sort. Regardez un peu comment nos budgets sont constitués. Pourquoi on nous octroie des prêts, on nous impose certaines choses. C'est des mesures comme la suppression, par exemple, des subventions. Alors que cela impacte nécessairement nos économies. Donc je crois que nos États devaient pouvoir travailler à la souveraineté. Ça va être une plus-value. En plus de la souveraineté, ajouter la bonne gouvernance. Ce sont les deux plaies qui minent le développement économique de l'Afrique et qui entraînent la cherté de la vie. Alors on peut le dire, c'est quand même des situations qui étaient anticipées ou prévisibles quand on voyait un peu la relance économique post-Covid et autres. Alors messieurs, comment est-ce que vous voyez cette relance très rapidement et l'impact de cette relance sur la population? On parle beaucoup d'inflation. Est-ce que dans 6 mois, 8 mois, ça sera maîtrisé vu les mesures qui sont prises ou bien on est parti pour 3 ans, 4 ans? Comment les populations doivent se situer dans cette nouvelle dimension? Je pense que ça va se maîtriser. On va maîtriser la situation. Déjà, bon, le délestage a pris fin. Le président l'a dit lors de son dernier discours. Comme vous savez que nous, en économie, vous savez, une action a un effet d'hystérésis. C'est-à-dire que ce que nous constatons aujourd'hui, ce sont les soucis, n'est-ce pas, liés au délestage et tout ce que nous avons cité comme coûts au niveau international et autres. Mais je pense que dans chaque pays, il y a des concertations qui sont en train de se faire pour abaisser un peu la garde, en matière de protection sanitaire. C'est ce qui augmente effectivement le coût. Par exemple, si les 10 € en question, en plus sur le transport, par exemple du clinker, baissent, vous voyez que nous revenons
hein, et comme c'est une situation internationale, parce qu'il faut le dire, hein, cette inflation mondiale n'est pas, je vais dire, bien entendu, comme j'ai dit mondiale, ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire. Donc il y a des mesures au niveau international qui sont en train d'être prises. Je pense que très rapidement, nous avons quand même l'expérience. Hein. Et n'oubliez pas aussi que l'augmentation que nous avons connue de 4,2% en mai de cette année est aussi due quelque part, n'est-ce pas, au soutien massif qu'a donné la BCEAO, n'est-ce pas, aux économies. N'oubliez pas, parce que nous avons demandé nous-mêmes que la BCEAO joue son rôle. Parce que toutes les banques centrales ont fait marcher la planche à billets. Vous vous rappelez que chez nous, à la BCEAO, on a baissé de façon historique les taux directeurs, c'est-à-dire le loyer de l'argent en gros, à 2%. Et la BCEAO allait plus loin. Chaque semaine, la BCEAO irriguait effectivement le marché monétaire de francs CFA. Tout cela, je pense que la BCEAO va essayer maintenant de baisser un peu sa garde en modérant un peu son soutien, parce que c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Parce que la BCEAO était obligée de soutenir la relance. Comme d'ailleurs chaque gouvernement a aussi utilisé le déficit budgétaire, hein, parce qu'il fallait, il faut payer les masques, il faut nous doter, il y a les primes de Covid, le gouvernement prend l'argent où le gouvernement est obligé de s'endetter aussi sur les marchés. Et quand vous endettez aussi sur les marchés, cela conduit, n'est-ce pas, à une diminution des fonds prêtables sur le marché financier. Et nous, en économie, cela crée ce qu'on appelle un effet d'éviction monétaire, parce que le taux d'intérêt augmente, le taux d'intérêt augmentant, la loi de Gibson dit également quand le taux d'intérêt augmente, les prix aussi augmentent. Donc je pense que le gouvernement et la Banque centrale, de concert, vont mettre en place des mesures très vigoureuses. Et je pense que d'ici fin 2020, je pense que nous allons revenir un peu... Fin 2021. Fin 2021, nous allons revenir aux alentours de 3% de taux d'inflation. Et de façon crescendo, nous allons revenir à la normale. Monsieur Kwame, votre mot de fin? En ce qui concerne mon mot de fin, moi je dirais que pour pouvoir faire face à cette flambée des prix sur le marché national, nos États africains devaient pouvoir investir dans les secteurs stratégiques tels que l'énergie. L'énergie aujourd'hui est un secteur clé, est un secteur moteur du développement économique. L'État devait pouvoir faire ce qu'on appelle une prospective, anticiper les investissements de telle sorte que notre secteur énergétique soit résilient. Hormis ça, il y a aussi la question des infrastructures. Comme vous n'avez pas d'infrastructures de qualité, il est difficile pour vous de pouvoir rallier certaines capitales. Aujourd'hui, quand vous prenez la Côte d'Ivoire et le Burkina par exemple, on sait que le Burkina, le Mali sont des pays qui approvisionnent la Côte d'Ivoire en matière de filières bétail. Mais si les infrastructures ne sont pas de qualité, s'il y a la tracasserie routière, c'est clair que le prix de la bétail sur le plan local en Côte d'Ivoire va prendre un coup. Voilà. Donc, il y a aussi la question du trafic, comme on appelle, du racket. Du racket, du terrorisme qu'il faut régler. C'est autant de difficultés. Mais nos États devaient pouvoir réfléchir aux stratégies de résilience. Aux stratégies de résilience pour faire face aux différentes crises internationales. Parce que nos économies, malheureusement, dépendent de l'international. Réfléchir aux différentes stratégies de résilience, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlions de la flambée des prix des denrées alimentaires au niveau de l'Afrique. C'est vrai que le problème est international, mais on se consacrait sur l'Afrique et nous étions avec professeur Prao Séraphin, économiste, et monsieur Kwame Alain-Serge Kouadio. Vous êtes consultant en développement. Merci, monsieur, pour vos contributions. Le débat est ouvert. Nous avons donné quelques pistes de réflexion et vous pourrez encore retrouver toute l'actualité de l'économie africaine sur Medi 1 TV et medi1tv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.